ce soir, dialogue social, le Bureau international du travail s'invite dans la médiation au Burkina Faso. Après avoir rencontré ce matin les membres du gouvernement, cet après-midi, les experts du BIT étaient avec les syndicats et le patronat. Toutes les parties sont unanimes de la reprise du dialogue et de travailler à un climat apaisé dans le pays. Les conclusions à suivre dans cette édition. Et dans cette édition Jeudi Noir à Yunga, dans le centre-est, des populations en colère incendient les installations de la mine d'or de la localité avant de saccager les logements. Les autorités appellent au calme et à l'apaisement. Comment en est-on arrivé là? Quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la localité? Explication à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, en République démocratique du Congo, les musulmans sont privés de pèlerinage à la Mecque cette année. En cause, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis 2 semaines. Les musulmans congolais dénoncent une décision injuste des autorités saoudiennes. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso rentre ce soir même de Guinée où il a effectué un voyage officiel de 2 jours. Le président élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, le chef de l'État burkinabé en séjour, donc depuis hier, a reçu cette distinction des autorités du pays pour sa contribution à la coopération entre le Burkina Faso et la Guinée. Et donc Marc Christian Kaboré, tout en étant reconnaissant au peuple guinéen, a souhaité que cette relation de coopération se renforce davantage. Et profitant toujours de ce séjour guinéen, le président du Faso et sa délégation ont été invités à se rendre sur le site des cascades de Sumba, dans la sous-préfecture de Koria. Notre envoyé spécial Olopoda reviendra en détail dans nos prochaines éditions sur ce voyage. Au carnet d'audience du Premier ministre, le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel vient d'être reçu cet après-midi par Christophe Dabiré. Pierre Bouyouya dit être venu encourager le peuple burkinabé dans ses efforts de résilience. À sa sortie d'audience, il s'est confié à Césaire Carrefour et à Vincent Tiendrebero. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel, il est essentiellement question de sécurité. Christophe Dabiré expose la situation nationale à Pierre Buyoya qui, lui, exprime le soutien de l'organisation continentale face aux efforts fournis par le Burkina Faso. Nous avons informé le Premier ministre de ce que nous faisons, notamment en matière de sécurité, pour soutenir le G5 Sahel, pour promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité à travers le processus de Nouakchott. L'Union africaine a eu les échos du récent dialogue politique réussi au Burkina Faso et s'en félicite. J'ai eu l'occasion particulièrement de féliciter le gouvernement sur l'exercice qu'il vient de terminer concernant le dialogue politique inclusif et qui a abouti sur un consensus sur un certain nombre de questions. Au cours de sa visite de travail, la délégation de l'Union africaine a aussi eu des échanges avec certains membres du gouvernement. Je le disais en titre, comment conduire des négociations avec les partenaires sociaux? Les membres du gouvernement d'Abiré sont à l'école du dialogue social. Avec des experts du BIT, ils ont pu bénéficier ce matin de rudiments pouvant les aider à conduire ce dialogue dans le cadre du dialogue social. Ali Doubadini, Abdel Aziz Yadjibou pour les détails. L'exécutif burkinabé à l'école du dialogue social, à la lumière de méthodes et techniques d'approche qui leur sont apprises ici par des experts du Bureau international du travail, les membres du gouvernement s'estiment plus aptes à gérer avec célérité et dans le respect de l'intérêt commun les mouvements sociaux qui se multiplient et qui mettent à mal les actions de développement. Nous avons été outillés pour que justement le dialogue qui existe, qui parfois connaît des couacs, puisse être mieux mené et aboutir à une situation qui soit porteuse donc des attentes pour le gouvernement,
celui donc d'un développement harmonieux dans un contexte apaisé, et porteur également de résultats pour les travailleurs, celui donc d'un travail décent. Ce que nous avons apporté ici, c'est une expérience internationale, ce que disent les instruments internationaux en matière de dialogue social, les bonnes pratiques de dialogue social que nous avons pu observer ailleurs, et tout ceci nous l'avons mis sur la table, nous avons discuté de manière très ouverte, et ceci permettra au gouvernement, en tenant compte du contexte national, de voir comment ce qui est fait déjà peut être amélioré pour renforcer le dialogue social, qui est une action continue. De l'avis du Haut Conseil pour le dialogue social, cette lumière apportée par le BIT devrait mieux éclairer le chemin menant à un Burkina où le dialogue demeure le recours privilégié dans la résolution des questions liées aux conditions des travailleurs. Une bonne session qui a permis à tous les acteurs d'avoir des éléments, d'avoir la même compréhension afin qu'on atteigne les objectifs que nous sommes assignés, c'est-à-dire implémenter le dialogue social, amener aussi à une situation apaisée du climat social ici, dans notre pays, pour que justement le gouvernement puisse dérouler son programme. Pour le retour à un climat social apaisé, gage d'une progression rapide vers le développement du pays, le gouvernement entend se donner tous les moyens. Et après les membres du gouvernement burkinabé, les experts du BIT sont allés rencontrer les représentants du syndicat et du patronat. Il s'agit de poursuivre les échanges pour une reprise féconde du dialogue social entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Les conclusions de la rencontre avec Oscar Soulama et Nyar Kiteda. Loin de vouloir donner un cours magistral au monde syndical et à celui du patronat, le Bureau international du travail BIT place cette rencontre sous le sceau d'échanges et de partage d'expériences sur la problématique du dialogue social. Le contexte burkina est particulier, mais la délégation de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a foi, le dialogue sera ravivé au pays des hommes intègres. À l'issue, non pas seulement de la rencontre de ce matin ou celle d'après-midi, mais à l'issue de toutes les rencontres, de tout le dialogue qui va avoir lieu, c'est que toutes les parties soient satisfaites de la situation et que le Burkina puisse être un pays qui connaît un climat social apaisé. C'est le souhait d'ailleurs du patronat. Pour le vice-président de cette organisation, les entreprises ont pris un coup du fait de la rupture du dialogue social. Et l'espoir est encore plus grand dans les rangs des partenaires sociaux pour qui le BIT constitue l'ultime recours. Nous sommes partants pour ça, puisque nous sommes des Burkinabés et nous devons aussi travailler pour le développement économique et social de notre pays. Donc tout ce qui peut aller dans le sens d'apaiser le climat social, de permettre la reprise effective du travail, nous sommes partants et nous pensons que cette fois, si elle rate, elle va rater définitivement. Parce que une instance comme le BIT qui se met devant nous pour nous aider, je crois que chacun devrait mettre un peu d'eau dans son vin pour que cela n'échoue pas. Cette rencontre est celle de tous les enjeux pour enclencher une dynamique entre les trois parties, l'exécutif, le patronat et les travailleurs, sous la houlette du Haut Conseil du dialogue social. À la une de l'actualité ce soir, hier, c'était un jeudi noir à la mine d'or de Yunga dans le centre-est. La mine a essuyé la colère des riverains suite à la mort d'un orpailleur dans une altercation avec les éléments de la sécurité de la mine. Des équipements incendiés et des logements saccagés. Le bilan matériel est lourd. Pour l'instant, l'heure est aux appels au calme et à l'apaisement. Le constat avec Tanga Robert Kafando. Des installations réduites en cendres et en ferraille, des logements saccagés, vandalisés et incendiés, des engins calcinés, rien n'a échappé à la furie des manifestants ce jeudi à la mine d'or de Yuga, dans la commune de Zabré. Tout serait parti d'une altercation dans la nuit du mercredi à jeudi entre des orpailleurs et les éléments de sécurité de la mine, une altercation qui s'est soldée par la mort d'un orpailleur. Je fais le poste de jour. Quand je me suis réveillé pour monter le matin, avant de monter à 6 heures, j'ai eu l'information qu'il y a eu un incident qui s'est passé au niveau de la fosse de Mipit. Voilà. Il y a eu un gars de la sécurité qui a eu à tirer sur les gars de... Voilà, sur les orpailleurs. J'ai eu l'information, mais malgré tout, bon, on est parti, on a commencé le travail, on a démarré le travail. Maintenant, tout compte fait, à ma grande surprise, vers 6h30, il y a eu de rassemblement au niveau
l'entrée Lille, où ils sont venus déposer un cadavre, les orpailleurs, et automatiquement... Selon des témoignages, ce malheureux incident est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le malaise était palpable entre la mine et les riverains. Il y avait donc une forte tension dans l'air. Il y avait cette tension parce que on ne peut pas comprendre que les expats dépassent les nationaux. Le Bulus, le Sarzurus, même poussière de brouillette, celui qui est en bas pour discuter, bon, c'est pas faisable. Il y en avait au Burkina, il y en avait plein. Ces mêmes personnes sont reparties au Somaza Ouagadougou. Après le passage violent des populations, il n'y a pas eu d'autres pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. La mine s'est vidée, les miniers évacués à Ouagadougou et les tractations ont commencé pour apaiser la situation. Le premier mot que je lance, c'est vraiment l'apaisement des cœurs, voilà, le retour au calme. Parce qu'on est encore dans le feu de l'action et il va sans dire que si les actes de violence de part et d'autre continuent, ce n'est nullement pour le bien de personne, encore moins pour la commune. Nous sommes en République, nous sommes en démocratie et s'il y a des gens qui ont peut-être enfreint la loi ou s'il y a des situations douloureuses ou alors que nous ne comprenons pas, nous pensons que c'est des actions qu'on peut porter devant les autorités compétentes pour qu'éventuellement puissent nous citer sur ces actions-là. Mais en attendant, les forces de sécurité patrouillent dans la zone et des renforts arrivent pour éviter d'autres actes de violence et sauver ce qui peut l'être encore. Des nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Ce vendredi, les avocats du capitaine Abdoulaye Dao étaient à la barre pour leur plaidoirie. Selon ces avocats, dans le dossier, il n'y a aucune preuve contre le capitaine Dao, arguent les auxiliaires de justice, avant d'ajouter que leur client est juste victime d'une campagne de diabolisation. Ils demandent simplement l'acquittement du capitaine. Zouaviel David Abiré. Dans ce dossier, il n'y a que des charges, aucune preuve contre le capitaine Abdoulaye Dao. Il est juste victime d'une campagne de diabolisation. Il faut l'acquitter. C'est la conclusion à laquelle parviennent Maître Djerémé Bonkungu et Mireille Bari au terme de 7 heures de plaidoirie. Pour soutenir ces propos, les avocats du capitaine de l'ex-RSP reviennent sur l'attitude de l'accusé au moment des faits. Selon Maître Bonkungu, dans la nuit du 16 septembre 2015, le capitaine Dao est rentré de Bobo et a pris part à la rencontre entre les éléments de l'ex-RSP et les membres de la CRAD venus négocier la libération des autorités de la transition. À cette rencontre, précise l'avocat, il a pris la parole en tant que point focal du RSP et sans même savoir qu'il y avait des otages, justifiant au passage les propos jugés menaçants du capitaine Dao, comme rapporté au cours des débats par le parquet militaire et les témoins. L'avocat s'insurge contre ce qu'il qualifie d'acharnement contre l'officier et rappelle au tribunal que pour la complicité d'attentat à la sûreté de l'État qu'on lui reproche, aucun élément ne peut l'établir avec certitude. Il est venu après l'arrestation des autorités, il a apporté la déclaration CND au MDNAC sur ordre de ses supérieurs et n'a fait que suggérer le colonel Mamadou Bamba en lieu et place du lieutenant Bourema Zagré pour sa lecture à la télévision, ne cessera de répéter l'avocat tout le long de sa plaidoirie. A contrario, poursuit Maître Bonkungu, le capitaine Dao a posé des actes positifs comme sa contribution au désarmement et a traité les otages avec dignité. Pourquoi le parquet militaire n'en parle pas? Quand on analyse les faits, on ne peut s'empêcher de penser aux dernières heures du Christ où la foule demandait sa crucifixion sans pouvoir dire pourquoi elle demande ce châtiment, regrettera Maître Bonkungu. Maître Mireille Bari, deuxième avocate du capitaine, embouche la même trompette et revient sur ce qu'elle qualifie de préjugés sur la personne du capitaine Abdoulaye Dao et qui lui valent d'être confondu à tort dans toutes les dérives du RSP. Nos perceptions, nos présomptions ne sont pas des preuves, dira Maître Bari, qui appelle le tribunal à ne juger que les faits et les preuves versées au dossier. Il faut acquitter le capitaine Dao, clamera-t-elle. L'audience reprend ce mardi 13 août 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre actualité dans ce journal, la journée nationale de l'arbre célébrée demain 10 août à Tenkodogo. C'est le président du Faso qui préside la manifestation. En prélude à cette cérémonie officielle, le ministre en charge de l'environnement vient de procéder à l'ouverture d'une foire dédiée à l'arbre. À l'occasion, ce sont des produits forestiers non lieux qui sont exposés. L'objectif étant de permettre aux acteurs de présenter les produits issus de la transformation. Ibrahim Sanou sur place à Tenkodogo.
L'arbre est à l'honneur à cette fois qui lui est dédié à Tenkodogo. Plusieurs variétés de produits forestiers non ligneux sont ici exposées. Et c'est le ministre de l'Environnement lui-même qui donne le top de départ. Il existe au Burkina Faso des produits forestiers non ligneux et des acteurs surtout engagés à bien sûr travailler dans ce domaine afin non seulement de tirer profit, mais aussi de créer l'emploi. Désormais, pour tout ce qui est officiel, il faut en tenir compte de tout ce qui est produits forestiers non ligneux. Ça, c'est déjà un engagement de Burkina Faso. De la pharmacopée traditionnelle aux produits dérivés des arbres, les exposants présentent leur savoir-faire. Ça, c'est le Citrus microcarpa. C'est une espèce hybride naturelle, donc qui est issue du croisement entre le citrus et un citron naturel et puis un citron de mandarine. Généralement, lorsqu'il y a un brassage entre des gènes différents, d'espèces différentes, et le produit issu de ça est stérile. Mais ici, on voit que voilà, ça donne un fruit qui peut être reproductible. Arbres et éducation pour une économie verte. C'est sous ce thème que se tient cette première édition de la Foire de l'arbre. Et au ministre d'inviter ses acteurs à s'organiser pour labelliser les fruits de leurs trouvailles. Et justement, à l'occasion de la cérémonie officielle de la Journée nationale de l'arbre qui se tiendra à Tenkodogo, précédée de la cérémonie de plantation d'arbres à Ligdmargnou, commune de Koupela, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 10 août 2019 à 9h à Ligdmanem, commune de Koupela, et à 10h à Tenkodogo. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30 à Ligdmanem, commune de Koupela, et à 9h30 à Tenkodogo. C'est signé la Direction générale du protocole d'État. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics au Burkina alerte sur la mauvaise qualité du fer à béton en vente actuellement au Burkina Faso. La structure a mené une étude sur le fer dans la construction et l'étude a montré que la majorité des aciers produits ou en vente dans le pays n'est pas aux normes. Les explications de Jérôme Tendano. La majorité des aciers produits au Burkina Faso ne sont pas conformes aux normes établies. C'est la conclusion à laquelle est parvenue l'étude commanditée par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Nous avons une frange importante des utilisateurs du fer à béton qui estiment que la qualité, en réalité, n'est pas respectée. Ce sont des architectes, des consommateurs, des fournisseurs et des producteurs qui participent à cette rencontre. Leur rôle, trouver des solutions en vue d'une utilisation de fer à béton de qualité. Nous attendons, en tout cas au sortir de ces échanges-là, qu'il y ait des propositions concrètes, des propositions non seulement à l'endroit de l'autorité, les autorités qui sont chargées de la normalisation des différents ministères, mais également à l'endroit des producteurs de fer à béton, mais également des importateurs de fer à béton, pour qu'il puisse y avoir plus de respect des normes, mais également des propositions à l'endroit des consommateurs. L'acier joue un rôle important dans la solidité et la pérennité des ouvrages. Et le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics entend contribuer à garantir sa qualité. Lancement cet après-midi à Ouagadougou du programme Leadership féminin pour une gouvernance inclusive de la sécurité dans le Sahel. Ce programme exécuté dans 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vise à créer un vivier d'expertise féminine régionale en vue d'une meilleure implication des femmes dans les questions sécuritaires. Des détails avec Christine Koulibaly. Pour battre en brèche l'argument selon lequel la jeune féminine manque d'expertise en matière de sécurité. Le programme de leadership féminin pour la gouvernance au Sahel se donne pour ambition de stimuler l'émergence d'une génération de femmes dont la voix peut influencer l'adoption de politiques et pratiques adéquates pour relever les défis sécuritaires de l'heure. Les femmes ont longtemps été
écarté à tort ou à raison des discussions et des recherches de solutions en vue de la stabilité. Donc nous pensons que le moment est venu de renforcer les capacités de ces femmes-là à mieux agir ou interagir dans la recherche de la solution à la stabilité. Mieux, la femme devrait être au début et à la fin de toute politique sécuritaire. Foi de Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. C'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui, à la maison, voit le décrochage de son enfant. Et en aval, pourquoi? Parce que c'est la femme encore qui, aujourd'hui, est l'actrice principale de l'insécurité. C'est elle qui est violée, c'est elle qui est dans les rues, c'est elle qui est personne déplacée dans son pays. Et elles sont là pour poser le diagnostic des maux qui minent leur pleine participation à la gouvernance sécuritaire, renforcer leurs capacités, puis se donner rendez-vous sur le terrain avec la volonté de démontrer leur capacité à produire des contributions substantielles à la lutte contre l'insécurité. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme échange avec les opérateurs privés du secteur de la culture. L'idée est de s'imprégner des préoccupations de ces acteurs, des préoccupations qui entravent l'atteinte des objectifs de développement au Burkina Faso. Après des discussions très ouvertes, les deux parties se disent satisfaites des propositions de solutions faites à l'occasion. Draman Guéné. 53 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires des secteurs de la culture et du tourisme en 2018. Un montant en baisse par rapport aux années antérieures. À ce cadre de dialogue, les acteurs majeurs du secteur égrènent les préoccupations dans un domaine durement touché par l'insécurité. Nous apprécions positivement cette rencontre parce que c'est une première et que nous allons débattre directement avec nos premiers responsables. Nous pensons qu'au sortir de ces échanges, nous trouvions des solutions à certains de nos problèmes. Nous avons donc voulu avoir un cas d'échange avec les acteurs majeurs de ce secteur en vue de partager ensemble quelles sont leurs véritables préoccupations, mais leur indiquer aussi quelles sont les contraintes du moment pour le gouvernement. Et ensemble, que nous dégagions les mécanismes possibles pour permettre à ces deux secteurs, comme je l'ai indiqué, qui sont des leviers de croissance, de se maintenir. C'est donc un cadre de dialogue aux grands enjeux, l'occasion de passer en revue les grandes préoccupations du moment afin de dégager les pistes de solutions à même de booster le secteur de la culture et du tourisme. Le nouveau code pénal au Burkina Faso comporte de nouvelles dispositions pour réprimer l'exploitation sexuelle et économique des enfants. Et le ministère en charge des droits civiques souhaite vulgariser la connaissance de ces lois. Et c'est dans ce sens que les 8-9 août, il a organisé un atelier à Ouagadougou à l'attention des tenanciers de bars et débits de boissons de la capitale burkinabé. Le point de la formation avec Koumou Sissi. Plus de 32 000 enfants âgés de 13 à 18 ans travaillent dans des bars et débits de boissons dans la ville de Ouagadougou. Ce chiffre émane d'une étude réalisée par la Croix-Rouge en 2016. Certains de ces enfants sont exploités à des fins économiques. Le département en charge des droits humains veut inverser cette tendance. Pour ce faire, il faut impliquer les acteurs dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment leur exploitation sexuelle et économique. C'est leur permettre de prendre conscience des risques qu'encourent ces enfants du fait de leur présence dans les lieux comme les bars et les maquis. C'est les inciter à recruter leur personnel sur la base de la présentation des documents d'identité. Durant les 2 jours de formation, les participants seront outillés sur plusieurs modules. Nous avons d'abord les généralités sur les droits de l'enfant qui seront présentées. Après, on aura le cadre juridique national de protection de l'enfant contre l'exploitation économique et sexuelle. On a aussi le cadre juridique international et national qui seront présentés. Pour les participants, cet atelier vient à point nommé et à la ministre Maminata Ouattara de les inviter à mettre les acquis de cette formation au profit de leurs collègues. Et puis le nouveau directeur général de l'ONASER vient d'être installé ce mercredi dans ses fonctions.
Adama Kuraogo affiche déjà ses ambitions. Il travaillera à minimiser les accidents sur les routes du Burkina Faso qui endeuillent chaque année des milliers de familles. La cérémonie d'installation avec Vincent Tiendrebego. Adama Kuraogo, nouveau directeur général de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Il succède à Mamadou Ouattara qui aura passé 4 années à la tête de cette structure chargée de la sécurisation des trafics routiers au Burkina Faso. Installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur de cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la sécurité routière, le nouveau patron de l'ONASER prend la mesure de sa mission. Nous remplaçons à ce poste un grand frère qui est rompu à la tâche, qui laisse un héritage intéressant. Donc nous allons nous appuyer sur ces acquis-là pour faire en sorte que l'ONASER soit cette structure-là qui œuvre dans le sens de la réduction de la mortalité routière, qui œuvre dans la promotion de la sécurité routière à travers des actions fortes de sensibilisation. Également, vous savez que l'ONASER œuvre également dans la protection du réseau routier. Voilà. Donc le paysage le cieux, nous allons renforcer ce mécanisme-là et mettre en place également des moyens modernes, de telle sorte que les limitations de vitesse soient une réalité. Selon l'ONASER, environ 20 000 accidents se produisent sur les routes chaque année, occasionnant de nombreux décès. Un chiffre que Adama Kuraogo et son équipe devront travailler à faire baisser. Et pour ce faire, le personnel déjà fait part de sa disponibilité. Et puis en République démocratique du Congo, les musulmans sont privés de pèlerinage à la Mecque cette année en cause de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis 2 semaines. Depuis l'année dernière, plus de 1700 personnes sont décédées du fait de la maladie à virus Ebola. Pour les musulmans congolais, il s'agit d'une décision injuste des autorités saoudiennes de les priver d'effectuer le 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque, immanquable pour un musulman, à faire au moins une fois dans sa vie. Abou Bassam économise depuis 2 ans pour s'y rendre. Mais il habite en République démocratique du Congo, un pays touché par l'épidémie d'Ebola. Depuis 2 semaines, ce musulman pratiquant a interdiction de se rendre en Arabie Saoudite. Ça m'avait fait très mal de ne pas aller. Parce que j'avais l'intention vraiment de faire le pèlerinage cette année. Et comme Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi, je m'incline à la volonté de l'Éternel. Depuis 1 an, 1700 personnes sont déjà mortes d'Ebola. C'est la 2e épidémie la plus grave de l'histoire. Le 16 juillet, l'OMS déclarait l'urgence sanitaire internationale, mais recommandait aux États de ne pas fermer leurs frontières. Abou Bassam vit à Goma, l'une des villes les plus touchées par la maladie. À ses yeux, la suspension des visas est une mesure nécessaire, mais injuste pour la RDC. Cette décision-là devrait être prise par les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda et le Soudan, qui sont nos voisins directs, d'ailleurs plus proches de l'épidémie. Environ 3% de la population congolaise est musulmane et chaque année pendant le Hadj, environ 1 pèlerin sur 10 vient d'Afrique subsaharienne. Pour ce journal, Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.